Euh, Bienvenue à tous et à toutes à cette session de novembre du Séminaire international des IRM. Donc, c'est un très grand plaisir de recevoir Pierre Arnaud qui va nous présenter un modèle d'épidémie et de mathématiques du lycée autour de la Covid. Pierre, c'est à toi. Donc, bonjour à tous et merci à la Commission internationale de m'avoir invité. Je suis très impressionné parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où j'aurai l'occasion de parler de ça à 80 personnes. Donc, je vais vous parler de modèles d'épidémie et de mathématiques du lycée. Alors, aujourd'hui, on vit depuis maintenant plus de 6 mois au milieu d'une épidémie. Une épidémie, c'est beaucoup de choses et c'est aussi une masse de chiffres, de suites et de fonctions, avec le nombre de cas, avec le nombre de victimes. On a l'occasion de voir des graphes, de parler des variations. On voit, sans qu'on en parle trop, des ordres de grandeur. On voit aussi, et c'est la première fois, je pense, que je vois ça dans des choses grand public, des logarithmes qui apparaissent de manière subliminale, parce que, comme on le verra tout à l'heure, on vous propose de prendre des échelles linéaires ou logarithmiques. On voit des suites, on voit des fonctions, on parle de croissance exponentielle. Il y a des dérivés qui sont cachés dans les modèles. Et en fait, c'est un peu dommage que nous, on n'en parle pas et que ce soit d'autres qui en parlent d'une manière parfois un peu échevelée. L'année dernière, le 15 mars, on s'est retrouvé confinés et je me suis retrouvé à devoir enseigner à partir de ma chambre. Et j'ai cherché ce que je pouvais faire et j'ai dit à mes étudiants, comme c'était tout à fait impromptu, je leur ai dit, ben voilà, il y a plein de sites partout qui donnent des chiffres. Allez regarder les suites qui apparaissent sur ces sites et dites-moi si ces suites sont une croissance exponentielle ou pas. Et 3 jours après, je les ai retrouvés en cours. Et les étudiants m'ont tous dit, on est allé voir sur les sites et on a vu de suite nulle part. Parce qu'ils ont cherché des choses qui s'appelaient U-indicènes et il n'y avait rien qui s'appelait U-indicène sur le site. Et là, je me suis dit, mon enseignement est un échec complet. Je leur enseigne les suites depuis 2 mois et ils sont incapables d'en reconnaître une quand ils l'ont devant les yeux. Alors, je me suis dit qu'il fallait travailler là-dessus et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé là-dessus pendant les mois qui ont suivi et c'est ce que je vais vous montrer. C'est des choses qui ont été testées, qui marchent en première année d'université avec des étudiants plutôt faibles, puisque c'était un groupe qui n'était pas le groupe standard, mais un groupe de remise à niveau. Alors, comment étudier les chiffres des épidémies, comment les comprendre, comment essayer au moins un tout petit peu de faire des prévisions à défaut de faire des prédictions et de bien comprendre justement la différence entre une prévision et une prédiction. Ben voilà par exemple quelque chose qui sort du site Worldometers, il y a plein d'autres sites qui font ça. J'espère que vous avez tous vu et étudié un peu cette courbe. C'est la courbe du nombre de morts en France depuis le 15 février et où on voit en particulier que la situation qui se passe actuellement est réellement une situation grave et que c'était prévisible depuis le début septembre et c'était assez clair depuis la mi-octobre. Et là, on voit un redémarrage de courbe. Alors, un autre exemple, c'est ça. Ça, c'est l'épidémie dans le monde entier, le nombre total de cas depuis le 22 janvier. Et là, vous voyez que je ne sais pas si on voit le bouton que je manipule, le bouton rouge. Oui, on le voit. Là, c'est mis en coordonnées linéaires. Alors, en coordonnées linéaires, l'épidémie, elle est très simple. Pendant 3 mois, du 22 janvier
au 16 mars, essentiellement, il ne s'est rien passé. Et puis, à partir du 16 mars, ça a décollé. Et puis, si on la met, au lieu de la mettre en linéaire, on la met en logarithmique, eh ben, il se passe quelque chose de tout à fait différent. On voit qu'en réalité, l'épidémie, elle a vraiment décollé début janvier. À l'époque, il y avait, quand ces graphes commencent, il y avait 5 ou 600 cas. Et on voit le nombre de cas s'envoler jusqu'à 70-80 000. Et ça, qu'est-ce que c'est que cette partie-là? C'est la partie chinoise de l'épidémie. Et puis, il y a le lockdown en Chine. Et à partir du 15 février, en Chine, l'épidémie, elle est très rapidement sous contrôle. Et elle s'arrête. Et ça, ce qu'on voit, c'est le redémarrage de l'épidémie en Europe. Et puis qui se ralentit ici. Et ça, c'est la suite de l'épidémie aux États-Unis. Et donc là, on voit ce que ça peut faire simplement de changer de mode de représentation quand on veut interpréter des données. Alors ça pourrait être une introduction du logarithme, parce que dans mon expérience, quand on montre un graphe avec 100 000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, je l'ai fait sur plusieurs données, ça ne pose aucun problème aux élèves et ils considèrent ça comme complètement naturel. Le problème, il arrive quand on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la moitié entre 10 000 et 100 000. Et alors là, les gens commencent à vous faire des réponses variées, suivant que c'est 50 000, 55 000 ou des choses comme ça, et il leur faut un certain temps pour comprendre qu'il y a une croissance géométrique en jeu et qu'il y a une racine de 10 qui intervient quelque part et qu'il y a une fonction qui interpole tout ça et que la fonction qui interpole tout ça, c'est le logarithme. Donc là, il y a des maths, rien que de lire ce graphique, ça peut donner lieu à un cours de maths. Mais moi, je voudrais aller un peu plus loin et faire des modèles. Alors, d'abord, je donne un avertissement que tout professeur non spécialisé devrait faire. Je ne suis pas un épidémiologiste. Je ne fais pas un cours d'épidémiologie. Les gens qui auront suivi mon cours ne seront pas capables de faire l'étude d'une épidémiologie. Tout ce qu'ils seront capables de faire, c'est de comprendre une petite partie du vocabulaire dont parlent les médecins spécialistes de maladies infectieuses. Et ce que je veux faire, c'est montrer des modèles, faire des mathématiques et montrer comment les mathématiques peuvent garder un certain lien avec la réalité et permettre de décrire des choses. Donc, je vais montrer des modèles. Ces modèles, c'est des histoires. Et vous allez bien voir que quand je les présente comme une histoire. Ce n'est pas des modèles réalistes, parce que la réalité, c'est très compliqué. Ces modèles, ils permettent de comprendre un certain nombre de choses et de comprendre le vocabulaire qu'utilisent les gens à la télé sans toujours le comprendre. Alors, dans ce qui suit, je ne vais montrer que des modèles qu'on appelle déterministes, alors qu'en réalité, tout ça, c'est une affaire de probabilité, parce que quand quelqu'un qui est malade du Covid rencontre quelqu'un, se trouve à 1 mètre de quelqu'un qui n'est pas malade, eh ben, il y a une certaine probabilité que le virus passe de l'un à l'autre, et c'est jamais gagné. Donc, les vrais modèles, ils sont probabilistes. Et d'ailleurs, il faudrait faire des modèles probabilistes. Moi, j'en ai fait des petits, mais ils sont trop compliqués pour les utiliser au lycée. J'ai pas réussi à faire ce qu'on pourrait appeler la transposition didactique de ce modèle, alors que ce que je vais vous montrer, c'est une toute petite partie de la transposition didactique pour des modèles classiques. Alors, je signale aussi que ces modèles, c'est pas la réalité et qu'ils ont des défauts, et que ces défauts, il faut les montrer. Il faut expliquer aux gens pourquoi ce modèle, il est utile, mais d'une utilité limitée. Et rappeler un proverbe anglais que j'aime bien, tous les modèles sont faux, mais certains d'entre eux sont utiles. Et donc, c'est ça qu'il faudra essayer de montrer et quelle est leur utilité. Alors, on va démarrer avec un modèle très simple, le modèle le plus basique qui existe. C'est le modèle d'une maladie, et cette maladie, elle dure 2 jours. Et le premier jour, un malade contamine alpha personnes, et le deuxième jour, il contamine bêta personnes. On pourrait dire que le premier jour, par exemple, il est très contagieux,
Le deuxième jour, il n'est pas encore guéri, mais il est 2 fois moins contagieux, et le troisième jour, il est guéri. Alors ça, c'est très facile à faire, parce que vous allez noter au jour N, vous allez noter UN, le nombre de malades qui sont malades depuis un jour, et DN, le nombre de malades qui sont malades depuis 2 jours. U pour 1, D pour 2. Et à ce moment-là, vous voyez que comme c'est une épidémie idéale, c'est un rhume, et il n'y a pas de mort, donc le DN plus 1, c'est quoi? C'est UN. Quand on est malade du premier jour, le jour 1, le jour d'après, on n'est pas mort, mais on est toujours malade. On est malade du deuxième jour, et on compte comme DN plus 1. Donc DN plus 1, c'est égal à UN, c'est la première équation de récurrence. Et puis, la deuxième équation de récurrence, c'est que combien il y a de gens qui tombent malades le jour N plus 1, c'est les gens qui ont été contaminés par les malades du premier jour, donc alpha UN, et les gens qui ont été contaminés par les malades du deuxième jour, donc bêta DN. Donc, voilà, vous avez un couple de suite. C'est pas très difficile de voir qu'en même temps, ça s'écrit aussi UN plus 1 égale alpha UN plus bêta UN moins 1. Et on peut se demander quelles sont les conditions d'épidémie. Alors, une première remarque, c'est qu'un modèle comme ça se traite très bien de manière variée, c'est complètement élémentaire. Alors, on pourrait très bien faire ça en Python, et c'est un très bon exercice de programmation. Ça oblige à écrire des tableaux et puis à écrire des récurrences sur les tableaux. Bon, on peut faire des tas de choses là-dessus. Avec les étudiants que j'avais choisi de le faire plutôt sur tableur, parce que sur tableur, ça se fait très bien. Vous voyez ici, si on lit bien le tableur que j'ai montré, donc sur par colonne N, j'ai mis le nombre de jours. Alors ça, c'est un truc d'entraînement. Ici, en A2, on met 0. En A3, on dit égal à 1. Et puis ça sur tout le reste. Et ça me donne la suite des entiers. Ça, c'est une suite récurrente bête. UN plus égale UN1 avec U0 égale 0. Et puis ensuite, on démarre. Alors, on va supposer, par exemple, que l'épidémie, elle commence par un seul malade. Il y a quelqu'un qui a débarqué d'ailleurs et qui est malade. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, naturellement, il faut mettre les coefficients alpha et bêta. Alors là, je n'ai pas été chercher loin. Je les ai mis tous les deux égales à 1. Chaque malade contamine une personne le premier jour, une personne le second jour. Comme ça, il n'y a pas de difficulté. Et maintenant, on regarde ce qui se passe le deuxième jour. Le deuxième jour, ce malade-là, il en a contaminé un. Et puis lui-même, il est passé au deuxième jour. Et puis ensuite, il va guérir et on n'entend plus parler de lui. Le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? Ce malade-là, il passe ici. DN plus 1 égale UN. Et ça, c'est UN plus DN, parce que alpha et bêta, ça vaut 1. Donc on trouve 2. Et puis là, c'est quelque chose que n'importe quel lycéen à qui on a suffisamment cassé les oreilles avec Fibonacci reconnaît immédiatement. 1, 2, 3, 5, 8, 13. On peut étudier cette suite. Alors on peut se demander aussi, cette suite, elle croît comment? Alors on va voir en pourcentage comment ça croît. On peut calculer UN plus 1 sur UN, c'est ce que j'ai mis dans la colonne G. Et on voit, sans trop de surprise, que UN plus 1 sur UN, ça tend vers 1,618. Ce qu'on a, c'est bien une suite qui a une croissance asymptotiquement géométrique. Et on peut aussi, pour le vérifier, pour montrer que c'est une croissance géométrique, prendre le logarithme de UN. Si UN croît exponentiellement, log de UN, ça croît linéairement. Et là, ici, j'ai représenté la suite UN et on la voit qui explose au bout d'un certain temps. Et la suite log de UN, là j'ai pris simplement ce graphique-là et je l'ai représenté, vous voyez, en coordonnées logarithmiques au lieu de le représenter en coordonnées linéaires. Et là on voit que c'est aussi droit que c'est possible d'être droit. Donc ça,
c'est un premier modèle très simple. Alors, il a plein de prolongements possibles parce que, par exemple, on pourrait supposer que la maladie, elle dure pas 2 jours, mais elle dure 3. Et regardez ce qui se passe. On aurait une équation de récurrence plus compliquée. On aurait une matrice compagnon. On peut calculer les valeurs propres. On peut faire plein de choses. Bon, on va évidemment pas faire ça au lycée, mais c'est juste pour vous montrer que ce simple petit modèle trivial, on peut lui faire raconter plein de choses. On peut aussi faire un TP en bougeant alpha et bêta. Et on peut se demander quand est-ce qu'il y a épidémie. Et si vous faites le TP, vous allez vous apercevoir que la condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait une épidémie, c'est que alpha plus bêta soit strictement plus grand que 1. Et ça, c'est assez logique, parce que le malade de départ, il fait alpha malade le premier jour, bêta le second. En 2 jours, il fait alpha plus bêta malade. Sa succession, les gens qu'il aura légués à la suite, c'est alpha plus bêta personne. Ben, s'il y a moins de 1 personne pour chaque malade, l'épidémie va décroître. S'il y a plus de 1 personne, elle va croître. C'est pas très difficile de vérifier ça. Donc là, on a quelque chose de pas tout à fait trivial à faire. Maintenant, on peut demander aux élèves, est-ce que ça, c'est un modèle réaliste? Et à chaque fois que j'ai essayé ça, les élèves répondent très rapidement que quand on regarde le tableur, on voit assez vite que au bout de pas très longtemps, au bout d'1 ou 2 mois, il y a 50 milliards de malades et qu'on pourra faire tout ce qu'on veut. Aucune épidémie au monde ne fera 50 milliards de malades parce que ça dépasse la population. Une croissance exponentielle, ça finit toujours par s'arrêter. Alors on peut essayer de passer à un deuxième modèle que j'appelle le modèle zombie, qu'on pourrait aussi appeler, on va voir ça tout à l'heure, le modèle logistique, où la maladie est un petit peu différente maintenant. C'est que les gens qui tombent malades ne guérissent jamais et ne meurent jamais. On sait bien que c'est une propriété des zombies. Ils ne guérissent pas, c'est quand on est zombie, c'est fini. Mais dans les films, en tout cas, ils ne meurent jamais, sauf quand on les coupe en très petits morceaux. Et alors, on regarde combien il y a de nouveaux zombies chaque jour. Ben, clairement, si presque tout le monde est devenu zombie, ben, il n'y a pas tellement de nouveaux zombies parce qu'il ne reste plus personne à mordre. Alors, une équation simple, ça serait que le nombre de nouveaux zombies, il est proportionnel d'une part au nombre de zombies en existence, on va appeler ça IN, le nombre de personnes infectées, et d'autre part au nombre de personnes saines ou susceptibles qu'on va appeler SN. S'il n'y a pas de zombies, ou très peu de zombies, ben, il y a très peu d'accroissement, mais s'il n'y a plus personne à mordre, il y a aussi très peu d'accroissement. Donc on pourrait faire une formule simple qui serait que le nombre de zombies N plus 1, c'est le nombre de zombies du jour N, plus le nombre qui ont été mordus, et ça c'est le nombre de personnes, le nombre de zombies, et puis un facteur alpha, parce que quand une personne et un zombie se rencontrent, ils ne se mordent pas toujours, des fois on arrive à échapper. Donc voilà l'équation de récurrence, IN plus 1 égale IN plus alpha SN IN. Et puis évidemment, il y a l'équation de récurrence qui va avec. Les gens qui ont été mordus, ils sont plus sains, donc SN plus 1, c'est SN moins le nombre de gens mordus. Alors il faut faire attention, si alpha est trop grand, eh ben, il se passe des choses bizarres, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, une remarque, c'est qu'il n'est pas très difficile de vérifier à partir de ça que IN plus SN, c'est une constante. C'est la population de départ. D'accord? Donc en réalité, il n'y a qu'une seule variable. On a l'impression qu'il y a 2 variables, IN et SN. En réalité, il n'y en a qu'une parce que SN, c'est la population moins IN. Alors ça s'écrit très bien aussi. La formule est un tout petit peu plus compliquée. Vous la voyez écrite ici. Mais malgré tout, tout ce qu'on fait, c'est des additions, des multiplications et des divisions. Et ça, je suis parti avec un zombie
et 10 millions moins une de personnes susceptibles, donc la population totale c'était 10 millions, et j'ai pris un alpha de 0,2, et voilà le résultat. En bleu, c'est les personnes susceptibles, en orange, c'est les zombies, et on voit qu'avec ce choix de population et de alpha, eh ben, très rapidement, la proportion de zombies tend vers 100% et la proportion de personnes susceptibles vers 0, comme dans tous les bons films de zombies. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que vous voyez que ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien pendant 60 jours, et puis au bout de 60 jours, ça explose. Et ça, c'est ce qu'on voit si on regarde la population de zombies au bout de 70 jours, on voit ça, on voit une exponentielle. Mais si on la regarde au bout de 50 jours, eh ben on voit la même chose, parce que quand on zoome, eh ben on voit toujours une exponentielle. Ça, c'est une propriété intéressante de l'exponentielle. Donc, le début de l'épidémie, vous voyez que IN plus 1 sur IN, pendant très longtemps, c'est égal à 1,2. Là, au 46e jour, ils augmentent toujours de 20% par jour. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on arrive au quart de la population, ben là, ça commence à ralentir nettement et puis ça finit par freiner complètement et par s'arrêter. Donc, voilà un joli modèle. Sur ce modèle, on peut faire des maths. On peut montrer que pour toutes les valeurs admissibles de alpha, eh ben, la population SN va décroître et qu'elle va décroître vers 0 et que la population IN va croître et que ça va croître vers 100% de la population. C'est des choses qui ne sont pas complètement évidentes à faire, mais qu'on peut étudier au niveau première année d'université, je pense, d'une bonne thérapie. Alors, comme j'ai fait avec le vous montrer rapidement qu'il y a des prolongements possibles. Vous voyez d'abord que SN plus IN, c'est constant. Vous voyez dans le modèle que j'ai fait ici, j'ai pris une population qui était de 10 millions. Mais en réalité, quand on veut vraiment travailler, c'est intéressant de prendre une population de 1 et de travailler en pourcentage de population. Et de démarrer avec IN égale 1 million de la population. À ce moment-là, SN plus IN, c'est égal à 1, c'est-à-dire ça, c'est le pourcentage de personnes en bonne santé, ça, c'est le pourcentage de personnes infectées. Et donc, SN, c'est 1 moins IN, et donc, on peut réécrire l'équation sous la forme IN plus 1 égale IN plus alpha IN facteur de 1 moins IN. C'est-à-dire que je peux écrire IN plus 1 égale F de IN, ou F de X, c'est X facteur de 1 plus alpha moins alpha X. Et ça, à un changement de coordonnées près, c'est exactement la même fonction que pour un modèle classique qui est la croissance logistique, qui est très étudié en croissance des populations. Et que tant que alpha est plus petit que 1, on voit des choses qui sont exactement ce que j'ai dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui tend à 1, mais que si alpha est plus petit que 1, si alpha est plus grand que 1, on voit des choses que je montrerai tout à l'heure si on a le temps, et qui donnent lieu à des phénomènes de bifurcation, et d'où retrouver à partir de ce modèle-là un dessin très célèbre en système dynamique sur la transition vers le chaos qui donne ça. Ça, à nouveau, c'est pas pour vous montrer que on va faire ça en cours. Ça, je pense que c'est trop compliqué pour le faire en cours. Mais c'est pour vous montrer d'abord que derrière ça, il y a des mathématiques à la fois classiques et intéressantes, et que pour un club de maths ou pour quelqu'un qui voudrait faire un dossier ou des choses comme ça, on peut pousser cet exemple sur des choses plus curieuses en mathématiques. Alors, les deux premiers modèles,
ils n'étaient pas très sérieux. Le premier modèle, il explose. Le deuxième modèle, les malades ne guérissent jamais. Tout ça, c'est pas très réaliste. Maintenant, on arrive sur un modèle qui date des années 1920 et qui, lui, est un modèle réaliste qui a servi. C'était un des premiers modèles de santé publique utiles et il dit vraiment des choses. Ici, on va avoir 3 variables. C'est ce que les gens appellent en épidémiologie 3 compartiments, 3 réservoirs. Il y a les personnes susceptibles, SN, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont en bonne santé, mais qui peuvent devenir malades. Les personnes infectées, ça c'est des personnes qui sont malades, mais dont on suppose qu'il y a chaque jour une certaine proportion, par exemple 10% qui guérissent. Alors, dire qu'elles guérissent dans une proportion gamma, c'est à peu près la même chose que de faire une hypothèse sur la durée de la maladie, parce que si la maladie dure 5 jours, et si on est dans une situation stable, eh ben, ça veut dire que chaque jour, il y a 20% des gens qui guérissent. C'est-à-dire que s'il y a une proportion gamma des gens qui guérissent, il faut imaginer que ça veut dire que la maladie dure en gros un temps 1 sur gamma. Et puis il y a les personnes qu'on appelle retirées. Retirées, c'est un euphémisme pour dire que soit elles sont mortes, mais si elles sont mortes, elles ne contaminent plus personne, ou alors elles sont guéries et elles sont immunisées. Alors, on a des équations qui sont les mêmes que le zombie, à l'exception du fait que maintenant on suppose que les malades guérissent. Et donc, au jour n+1, le nombre de personnes saines, c'est le nombre de personnes saines le jour précédent, moins le nombre de personnes qui ont été contaminées, qui est proportionnel à la fois à SN et à IN. Donc, la première équation, c'est SN+1 égale SN moins alpha INSN. Et puis, il y a les personnes infectées. Alors, il y a les personnes infectées de la veille, augmentées de celles qui viennent d'être contaminées, donc alpha INSN, et puis diminuées de celles qui viennent de guérir, donc moins gamma IN. Donc ça, c'est l'équation de récurrence qui nous donne combien il va y avoir de gens malades. Et puis, le nombre de personnes guéries, c'est le nombre de personnes guéries de la veille, plus le nombre de personnes guéries du jour, c'est-à-dire gamma IN. Alors là, si vous faites un petit calcul, c'est pas très difficile de montrer par récurrence que SN plus RN, c'est constant, c'est la totalité de la population. Donc là, on peut aussi bien faire ça sur un tableur, avec maintenant 3 colonnes. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a d'abord un pic épidémique, puis une extinction. Vous voyez, la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'épidémie, c'est quelle est l'augmentation, la variation de IN. Et l'épidémie, c'est ça, c'est IN plus 1 moins IN, la variation de IN, c'est quoi? C'est ce terme-là, alpha INSN moins gamma IN. Et on voit que celui-là est négatif, et que celui-là, il y a un coefficient de IN qui est alpha SN, et que si SN devient petit, c'est-à-dire si SN devient petit, et ce terme-là est dépassé par celui-là, et le nombre de personnes malades diminue. C'est ça qu'on appelle l'effet de troupeau, l'immunité de troupeau. C'est le fait que quand RN devient grand et SN devient petit, il n'y a plus personne à contaminer, et donc l'épidémie est toute seule. Toutes les épidémies finissent toujours d'une manière ou d'une autre par s'arrêter toutes seules. Et ce que montre le classeur, si vous faites ça, c'est ça. Ici, vous avez le nombre de personnes saines. Ici, vous avez le nombre de personnes retirées, immunisées. Et ici, vous avez le nombre de malades. Alors ça peut avoir l'air d'une toute petite bosse, mais si vous représentez cette courbe à part, vous avez ça, et en fait, ça, c'est énorme. D'accord, c'est juste 2% de la population,
Mais 2% de la population en France, c'est plus d'1 million de malades. Plus d'1 million de malades, ça veut dire des hôpitaux complètement submergés. Donc ici, vous voyez l'épidémie, le pic de l'épidémie, et puis le déclin de l'épidémie une fois qu'il y a suffisamment de gens immunisés et que le taux d'immunité ne marche plus. Alors là, vous pouvez jouer. Ici, vous avez SN, vous voyez N, le nombre de jours, SN, le nombre de personnes susceptibles le jour N, IN, RN, la population totale, et puis les deux paramètres, le paramètre alpha qui est le paramètre de contagiosité de la maladie, et le paramètre gamma qui est le taux de la vitesse à laquelle les gens guérissent. Et vous pouvez travailler assez facilement pour multiplier ça et regarder ce qui se passe. Et en particulier, regardez que au départ, quand on fait des zooms, on voit qu'au départ, quand l'épidémie commence, eh ben, elle peut être approximée par un modèle linéaire, parce que cette équation, au départ, ce qui est important pour l'épidémie, c'est ça. C'est combien il y a de malades. Et au départ, SN, ben, c'est à peu près 100%. Donc, si on raisonne en pourcentage, au début, IN plus 1, c'est IN, facteur de 1 plus alpha moins gamma. Et si alpha moins gamma est plus grand que 1, eh ben, l'épidémie s'étend. Par exemple, le confinement, il vise à faire quoi? Eh ben, il vise à diminuer ce paramètre alpha pour le rendre plus petit que gamma, de telle sorte que l'épidémie s'éteigne toute spontanément. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, en France, RN, c'est quelque chose comme 5 ou 10% dans les endroits qui ont été les plus touchés par l'épidémie au mois de mars. Une étude sur la cohorte Constance a montré qu'il y avait eu moins de 10% de gens qui avaient eu le Covid. Et donc SN, ça reste encore 90%. C'est-à-dire qu'on est toujours en réalité au début de l'épidémie. Donc ça, c'est le modèle SIR. C'est pas tout à fait le modèle sur lequel travaillent les épidémiologistes, parce que les épidémiologistes y rajoutent quelque chose qui est pas très important pour une maladie comme la variole, mais qui est très important pour une épidémie comme la grippe. C'est que quand on a une épidémie de grippe, on a eu la grippe, on est immunisé, et puis au bout de 1 ou 2 ans, on perd son immunité et on peut avoir 2 fois d'intervalle. Donc maintenant, on a ces 3 compartiments, mais maintenant on peut passer de l'un à l'autre. On va de SN plus 1 à IN plus 1 en stade. Ce terme alpha IN SN ici et ici, et qui nous dit que ces gens-là sont tombés malades parce qu'ils ont rencontré infectés et qui sont passés dans ce compartiment-là. Quand ce compartiment-là, chaque jour, ces gens guérissent et qui ici, et dans l'épidémie, il y a perdent l'immunité avec un coefficient delta qui est l'inverse du temps qu'on met à perdre l'immunité, et il y a plus 1. Et ça fait quelque chose de beaucoup plus compliqué, un espèce de cycle. On passe de SN à IN, puis à S, à I, puis à R, et puis on revient à S, et on recommence. Et ça se modélise très bien. Alors, en général, gamma est beaucoup plus grand que delta, parce que la maladie dure beaucoup plus longtemps que l'immunité. En gros, pour des maladies comme la grippe, gamma, la durée c'est 10 jours, donc gamma c'est 1/10, et delta c'est 300 jours. La perte de l'immunité c'est 300 jours par exemple, ou 1000 jours, donc delta c'est 1/1000. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça?
ben, vous obtenez quelque chose de beaucoup plus curieux, qui est la chose suivante. Ici, j'ai fait jouer un modèle SIRS. Je l'ai mis en pourcentage, donc le total de la population, c'est 1. On est parti avec 0,6% de gens infectés, 0% de gens immunisés et 99,4% de gens susceptibles. Et puis le coefficient alpha, c'était 0,8, gamma, c'était 0,3 et delta, c'était 0,03. Et vous voyez ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est comme le modèle SIR. On a une épidémie et puis ça retombe. Et là, vous voyez, là, j'ai mis une maladie très contagieuse. Comme elle est très contagieuse et qu'elle dure assez longtemps, eh ben, le taux de personnes immunisées est monté jusqu'à 90% et le taux de personnes susceptibles est monté jusqu'à 10%. Et là, à 10%, il n'y a plus assez de gens pour soutenir l'épidémie, donc l'épidémie s'arrête. Ici, à ce niveau-là, c'est la fin de l'épidémie, il n'y a presque plus de personnes malades, il reste juste quelques endroits isolés où il y a des malades, mais essentiellement, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les personnes qui étaient immunisées en gris, elles perdent leur immunité. Et corrélativement, il y a de plus en plus de personnes saines susceptibles d'attraper la maladie. Et tout d'un coup, on arrive à un seuil critique. Et quand on arrive à un seuil critique, les quelques malades qui restaient dans un coin, eh ben, ils redéclenchent une nouvelle épidémie. Et ici, il y a une nouvelle épidémie qui redémarre. Et à ce moment-là, ben, immédiatement, le nombre de personnes susceptibles s'effondre à nouveau. Le nombre de personnes immunisées remonte. Mais comme la population était déjà un peu préparée, eh ben, ça remonte moins. Donc la deuxième épidémie est moins virulente. Et puis ensuite, il y a des échos successifs. Il y a une troisième épidémie, une quatrième épidémie, une cinquième épidémie. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ces oscillations, elles s'amortissent et qu'on a autre chose. On a ce qu'on appelle une endémie, ce qui est le cas pour des maladies comme la lèpre ou comme la peste dans certains endroits, où il y a en permanence 1/10 de la population qui est malade. Il y a en permanence 60% de la population qui est immunisée parce qu'ils ont contacté quelqu'un qui était malade et 40% qui sont susceptibles. Et là, on a un équilibre stable. C'est pas terrible parce que ça veut dire qu'il y a des gens malades en permanence, mais c'est moins catastrophique que ça. D'accord? Donc, si vous regardez, alors, je crois qu'en épidémiologie, c'est ça qu'on appellerait une deuxième vague. C'est le moment où l'épidémie a suivi son cours, a immunisé tout le monde et que les gens ont perdu leur immunité et que la deuxième vague arrive. Alors, je vous rassure, on n'est pas du tout là. Nous, on est là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars, on a cassé l'épidémie en changeant tous les paramètres avec le confinement. Donc on n'est pas monté là-dessus, on n'a pas eu l'immunisation. Il reste toujours 90% de la population non immunisée. Simplement, au cours de l'été, on est revenu à une situation où les paramètres sont revenus à ce qu'ils étaient au départ parce qu'on a arrêté de faire attention. Et donc l'épidémie est simplement en train de reprendre son cours et il faut refaire la même chose que ce qu'on a fait au mois de mars. On est très très loin d'arriver là où l'épidémie s'arrêterait toute seule. Alors là, j'ai montré 4 modèles très simples qui sont des modèles ce qu'on appelle discrets, qu'on peut faire uniquement en utilisant un tableur. Alors pour des raisons historiques, les gens, au lieu de faire des modèles discrets, ce qui ne serait pas absurde parce que l'épidémie, elle marche bien jour par jour, et je pense que si on regardait réellement en temps réel, y a beaucoup moins de contagion la nuit que le jour parce que les gens y dorment. Mais les gens qui ont fait ça étaient plutôt une culture d'ingénieurs, donc au lieu de considérer des suites, ils ont considéré des fonctions, et au lieu de considérer des variations et des équations de récurrence, la variation, ils ont considéré ça comme une dérivée, et ils ont écrit des équations différentielles, ou plus exactement des systèmes d'équations différentielles. Alors là, je ne vais pas
en détail, mais juste pour vous remarquer qu'un système d'équations différentielles en terminale, d'accord, c'est peut-être un peu compliqué, mais GeoGebra, il fait ça très bien. Vous voyez le système que j'ai posé. J'ai posé le système d'équations différentielles et puis j'ai demandé de l'intégrer. Et puis, ça m'a donné ça. Avec GeoGebra, c'est bien par rapport au tableur, c'est qu'on peut s'amuser. Donc, on peut là et on peut voir comment les courbes répondent. C'est très joli. Mes études bien ce truc-là. Et là, on voit bien la convergence un modèle endémique et les oscillations amorties. Alors, évidemment, on devrait pouvoir faire des modèles probabilistes élémentaires où chaque rencontre infectée d'une personne infectée avec une personne susceptible donne une combinaison avec une probabilité P. J'ai déjà vu plusieurs modèles de ce type-là, mais ils sont un peu compliqués. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir le faire au niveau du lycée ou du collège. Quand on fait ça, on retrouve les résultats des modèles CIR avec des petites complications qui est que si on lâche un seul malade pour démarrer l'épidémie, eh ben, on a toujours 5% de chance que le malade ne contamine personne et que l'épidémie s'arrête. Si on arrive à prendre le malade et à le mettre en quarantaine, eh ben, il n'y a pas d'épidémie du tout. Donc là, c'est plus un modèle déterministe, c'est un modèle probabiliste. Est-ce qu'on arrive à à éteindre l'épidémie? Et ce qu'on voit, c'est que soit on éteint l'épidémie dans l'œuf avant qu'il y ait eu plus de 10 malades, soit elle contamine quelque chose qui dépend des paramètres, mais qui peut être par exemple 50% de la population. Donc, ça, là, j'ai montré des modèles. J'espère vous avoir convaincu que ces modèles, ils sont faisables au lycée. En fait, on pourrait très bien les faire, par exemple, en mathématiques complémentaires. On pourrait peut-être les faire aussi dans les mathématiques du tronc commun, si on travaillait, par exemple, avec des profs de SVT. C'est des modèles, c'est très, très schématique. Le plus compliqué que j'ai fait, il avait 3 compartiments. Et puis, il y a des paramètres. Les paramètres, on ne les connaît pas. Dans les vrais modèles, j'ai vu un modèle passer qui avait 300 compartiments. Parce qu'on distinguait pas simplement des susceptibles, des infectés et des immunisés, mais on distinguait des compartiments par âge, entre 0 et 5, 5 et 10, 10 et 15, etc. Ça multiplie déjà par 10 ou 20 le nombre de compartiments. Il y avait des modèles avec les gens qui avaient d'autres maladies, les gens cardiaques, les gens qui ont le diabète, etc., parce qu'ils n'ont pas les mêmes réactions que les autres. Des modèles avec le comportement social, ceux qui vivent chez eux, ceux qui sont en déplacement dans une cité universitaire, des modèles avec les fumeurs et les non-fumeurs, etc. Et là, tous ces trucs-là, c'est des produits cartésiens. Donc, si on commence à regarder les hommes cardiaques entre 20 et 30 ans qui habitent en cité universitaire, eh ben, on arrive très rapidement à 300 compartiments. Et puis, les paramètres, on ne connaît pas les paramètres du Covid. Le virus n'est pas venu nous signaler que ce taux de contagion était de 0,43. Et en fait, on ne sait pas très bien comment trouver ça. Si vous voyez bien, il y a le fameux R0 et les gens se disputent pour savoir si le R0 il est égal à 3,5 ou 2,4, ce qui change beaucoup de choses. Et puis en plus, les paramètres, ils changent tout le temps. En fait, ce qu'on a fait le 15 mars, c'est qu'on a totalement changé les paramètres du système. Les probabilités d'être infecté sont tombées en dessous de 1 avec le confinement et le télétravail. Ce que les modèles permettent de faire, c'est qu'ils peuvent permettre de comprendre certains des facteurs et ils permettent de comprendre, par exemple, quelque chose que mes étudiants, au départ, n'avaient pas du tout compris et qu'à la fin, je pense, ils avaient bien réalisé.
c'est que c'est pas une situation oui ou non, telle qu'on présente les choses aux informations, c'est oui ou non. On confine pas, soit c'est terminé et tout le monde peut aller s'amuser, soit c'est l'épidémie et tout le monde doit rester chez soi. Ben non, c'est un truc continu, et même diminuer un peu les paramètres, ça joue sur les équations. Le problème, c'est pas de tomber à une probabilité zéro, le problème, c'est de tomber à un coefficient de reproduction qui est en dessous de 1. S'il est très nettement en dessous de 1, l'épidémie va s'arrêter très vite. Mais si l'épidémie est à un petit niveau et qu'il est simplement un peu en dessous de 1, eh ben, l'épidémie ne va pas exploser et elle va lentement disparaître. Donc ce qu'il faut, c'est toute action vers la diminution des paramètres a un effet. Et ça, je trouve que c'est pas tellement dit. Et quand vous jouez avec un modèle, vous vous en rendez bien compte. Et donc, je voudrais revenir sur ces modèles sur GeoGebra. Je voudrais plaider pour un travail avec des TP de mathématiques où on ne demanderait pas aux gens de résoudre formellement une équadif, mais de poser une équadif et de demander au système de la résoudre numériquement, parce que si on arrivait à faire ça, déjà, on arriverait à ce que les gens aient compris ce que c'est qu'une équadif, qu'est-ce qu'il faut pour poser une équadif. Et dans mon expérience, mes étudiants, ils résolvent ça de façon formelle, mais c'est quelque chose de magique. En fait, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Quand vous avez fait le modèle, quand vous avez travaillé le modèle sur GeoGebra, eh ben, vous avez fait autre chose. Et puis, je voudrais aussi plaider pour une deuxième chose, c'est qu'on aille voir des données réelles, qu'on envoie les gens sur les sites sur lesquels il y a des données, pour leur apprendre à télécharger non pas les courbes. Quand on télécharge les courbes, on est juste un spectateur. Ce qu'il faut télécharger, ce n'est pas les courbes, ce qu'il faut télécharger, c'est les données. Donc leur apprendre à télécharger les données et à travailler sur les données pour faire des courbes eux-mêmes à partir des données et pour comprendre, par exemple, vraiment si cette courbe, elle est linéaire, elle est géométrique, enfin elle est exponentielle, elle est quadratique. C'est des choses qu'on peut essayer de regarder avec des étudiants ou avec des élèves. Et on peut, par exemple, tester si à un moment ou à un autre, une courbe est exponentielle ou pas. Quand on va vraiment sur les courbes, ben, si vous allez regarder, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà fait, si vous allez regarder le nombre de cas, eh ben, vous vous apercevez un phénomène étonnant. Alors j'ai vu un article sur un article scientifique très bien qui expliquait qu'en fait il ne faut pas modéliser avec des équations différentielles, il faut modéliser avec des équations différentielles avec retard, parce qu'il y a toujours un début, dans la maladie, il y a toujours 2 ou 3 jours où on n'est pas content, et donc il y a un retard dans la transmission de la maladie, on ne devient pas tout de suite contagieux quand on est infecté, et ils faisaient des systèmes d'équations avec retard, et ils arrivaient à reproduire ce qu'on voit. Ils arrivaient à reproduire le fait que les chiffres du Covid, les chiffres de nouveaux cas, sont périodiques avec une périodicité de 7 jours. Et ils avaient trouvé les bons paramètres pour avoir une périodicité de 7 jours. La seule chose qu'ils n'avaient pas réussi à expliquer, c'est comment le virus arrive à savoir qu'on est le dimanche et pourquoi la périodicité de 7 jours, elle fait qu'on a moins de cas le samedi et le dimanche en France et le dimanche et le lundi aux États-Unis. Alors évidemment, la réponse, c'est que ce n'est pas une propriété de la maladie, c'est simplement qu'il y a un certain nombre de systèmes administratifs qui font qu'on ne fait pas les mêmes rapports le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi, et qu'il y a des jours de la semaine où on ne fait pas de rapport, et donc il y a moins de cas. Mais ça montre aussi que cette périodicité de 7 jours, il faut la prendre en compte, et donc expliquer aux élèves pourquoi, si on veut travailler, il ne faut pas prendre les données brutes,
Mais il faut, par exemple, faire une moyenne sur 7 jours, et que si on voit une moyenne sur 7 jours, c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, à ce moment-là, on débruite un petit peu le système et on a des données un peu plus intéressantes et un peu plus utilisables. Ça, c'est des petits TP qu'on pourrait faire, et sur les données débruitées, par exemple, il est extrêmement intéressant de regarder à l'heure actuelle si les données avec le nombre de cas et le nombre de morts sont en croissance géométrique ou pas. Et apparemment, le nombre de morts depuis le début septembre, il a une croissance géométrique, ce qui veut dire que on a de bonnes raisons de prendre des mesures drastiques actuellement. Donc voilà, j'ai largement rempli mon temps de parole, donc je propose de m'arrêter là, et s'il y a des gens que ça amuse, je peux vous montrer des tableurs réels ou un GeoGebra réel. Merci beaucoup, Pierre. C'était très Voilà, intéressant. Christian, je te rends la parole. Merci bien. Donc, il y a eu quelques petites questions. Donc, on a parlé en particulier de la dengue à La Réunion, qui est une maladie endémique de La Réunion. Il y a eu une question de Vincent. Comment obtenir les infos sur la cohorte Constance? Et après, il y a eu aussi des liens vers des ressources de données, des données. Oui. Alors, les données, je vais essayer de faire un... oui, j'aurais dû penser à faire ça. Moi, j'utilise un site qui s'appelle Worldometers. Donc, si vous tapez ça, vous allez tomber sur un site où il y a des masses de courbes. Alors, tous les sites, ils font la même chose et ils ont tous le même problème. C'est que vous allez trouver plein de dessins partout. Et puis alors, pour trouver les données, là, c'est un peu la croix et la bannière, mais toujours, quelque part, dans un coin du site, il y a un tableur qui est caché et on peut aller récupérer les données sur lesquelles il se base. Alors, il y a aussi une source basique qui est l'université Johns Hopkins, qui met à disposition des masses de données. Et là, quand on va chercher, ça c'est des gens qui travaillent pour le bien public, et pour que les chercheurs aient des données fiables sur lesquelles travailler. Et donc, vous pouvez aller voir là-dessus. C'est très intéressant. Vous voyez les phases exponentielles et puis les phases où ça s'arrête. Vous voyez l'arrêt de l'épidémie en Chine. Vous voyez tout ce genre de choses. Alors, Santé publique France, mais aussi des choses en route. Vous allez regarder sur ces sites de temps en temps des choses tout à fait curieuses. Par exemple, il y a des tableaux qui donnent le nombre le nombre de malades depuis le début de l'année, et qui donnent le nombre depuis le début de l'épidémie, et des sites qui donnent le nombre de morts depuis le début de l'épidémie. Alors, a priori, le nombre de morts, c'est une suite cumulative, donc normalement, ça devrait être une suite croissante. Eh bien, non. Par exemple, la France est un pays où les gens ressuscitent, et en juin, il y a un jour où il y a eu moins 213 morts. Parce qu'il y avait eu, je n'ai pas compris exactement quelle erreur bureaucratique dans la transmission des données, et tout d'un coup, ils ont fait machine arrière, et comme ils ne pouvaient pas effacer les données des jours précédents, et bien tout d'un coup, on voit un jour où il y a un nombre de morts négatif. Ça, c'est bien à montrer aux élèves en disant, quand on a des données réelles, il faut faire attention. Des fois, on a des choses bizarres et il faut les prendre en compte. Quelque chose que j'aime bien raconter, c'est que quand j'ai regardé les chiffres du CAPES, j'ai regardé l'historique des chiffres du CAPES,
eh ben, le site officiel du ministère, les données officielles du ministère montrent qu'en 1963, il y a eu 400 postes de maths offerts au CAPES, il y a eu 60 candidats et il y a eu 600 reçus. Et ces données sont réelles, c'est vrai. Il y a effectivement eu 60 candidats et 600 reçus, parce qu'il y a eu 540 personnes qui avaient les IPES et qui ont été reçues sans avoir passé l'écrit, donc sans avoir été candidats. Et ça, ce qu'il est utile de montrer aux élèves, c'est que des données peuvent être tout à fait correctes, très bizarres, et ne pas du tout raconter ce que vous croyez qu'elles racontent. Il faut savoir lire des données. Elles peuvent être fausses d'une part, mais elles peuvent aussi être vraies et ne pas dire ce que vous croyez qu'elles disent. Quand on veut lire des fichiers, quand on veut lire des données, eh ben, il faut faire attention. Des fois, il y a des choses bizarres dedans, il y a des pièges. Et donc, je voudrais vivement encourager les gens à aller sur ces sites où il y a des données réelles. Maintenant, c'est quelque chose, il faut insister sur le fait que c'est quelque chose qui aurait été impossible, je pense, il y a 15 ans. Ça aurait demandé un travail monstrueux d'avoir des données comme ça. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on peut avoir des données effectives. On peut avoir des données, par exemple, sur la richesse des gens. On peut avoir des données sur les impôts. On peut avoir des données sur les épidémies. On peut avoir des données sur les accidents de la route. Il y a des données comme ça qu'on peut étudier. Et je voudrais plaider pour que, en mathématiques, on emmène les gens voir des données comme ça et qu'on leur apprenne à travailler dessus et qu'on essaye de trouver des manipulations mathématiques intéressantes qui passent sur des vraies données. Je pense que ça changerait le regard des élèves si on arrivait à passer sur ces données. Merci. Moi, je plaide aussi pour la smartphonique. La smartphonique permet d'acquérir des données qui ont du sens pour l'élève au moment où il est en train de faire la chose. Il y a eu des demandes d'un lien vers tes simulations GeoGebra, s'il te plaît, tes constructions. Oui. Comment est-ce que je peux faire? Je peux les mettre sur le truc là? Tu peux me Est-ce que je peux les ajouter? Oui, c'est vrai que tu dois pouvoir les ajouter. Eh ben, on va faire ça. Donc, on est. Attends. Tu les as pas mis en ligne? Non, pas encore, mais ça va être fait tout de suite. Donc, en tout cas, sinon, tu me les envoies par courrier électronique et je les rajouterai sur le site de la Commission internationale, comme notre présidente nous le suggère. Voilà. Alors. Hop. Bon, mais perds pas forcément du temps à le faire maintenant, sinon. Oui. Enfin voilà, ça on le mettra, donc je vous les enverrai, on le mettra sur le site. Ben voilà, il y en a déjà 2 qui sont passés sur le site. Et je vais mettre le. D'accord. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou. D'accord, donc tu as mis les fichiers tableur. Oui, et je vais mettre, dès qu'il aura fini de les manger, je vais mettre le GeoGebra. Hop, ah bah non, il accepte plus. Moi, c'est parce que je t'ai pris la main. Voilà, tu peux le refaire. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais bien poser une question à Pierre. Safia? Oui, merci beaucoup Pierre, c'était très, très, très intéressant. D'autant plus que la partie sur le problème ou le modèle posé sous forme des quadifs, donc c'est je dirais pas ma tasse de thé, mais c'est ma spécialité de doctorat.
Mais là, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est pour des élèves de première année de fac ou c'est pour les lycéens, les terminales, par exemple? L'histoire de l'interprétation des graphiques pour les équadifs avec GeoGebra. Je pense que les... zut, j'ai plus la... Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, j'entends très bien. Donc, je suis certain que ça marche pour des étudiants de première année d'université. Oui, Maintenant, je parle sous le contrôle des professeurs de lycée. Je ne suis plus tout à fait au clair sur ce qui est au programme ah, en voilà. terminaux équations différentielles. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce qu'il n'y a plus, depuis quelques années, il n'y a plus le chapitre sur les équadifs, en tout cas en mathématiques. En physique, oui, ils utilisent les équadifs sans expliquer pour des notions de Euh, physique, mais pas en terminale, en maths, c'est plus depuis des années. C'est pour ça que je pose oui, la question en plus, dans ce sens. bah oui, là, que voulez-vous que je vous dise? On fait des équations différentielles en physique et pas en maths. Bon, Oui. c'est c'est un choix d'une cohérence complète et sur Mhm. lequel je ne peux pas commenter. Donc voilà, donc si quelqu'un avait envie de parler, s'il y avait une ouverture quelque part pour parler d'équations différentielles, on pourrait le faire avec ça. S'il n'y en a pas, eh Oui. ben, je pense que l'avantage, c'est que les tableurs, lui, Oui, il est utilisable. Je pense qu'en fait, ce qu'on fait, le début, ça serait même utilisable en fin de collège. d'accord. Donc elles sont revenues en spémat terminal quand même, un petit peu de Oui, équation différentielle. donc je pense qu'on peut effectivement les mettre en terminal. Ça pourrait intéresser des gens et éventuellement ben, en qualité, en complément de physique quelque part. Mhm. Et Laurent Vivier nous dit que même c'est en première spéciale avec la méthode de l'air pour l'exponentielle. La dérivée de Oui, la valeur elle-même. Oui, oui. Bon. Ok, Ok. très bien. Ben, s'il n'y a plus de questions, Fabrice nous dit que la C2I est université et la C2I lycée cherche du matériel pour le programme de maths complémentaire. Donc, oui. D'ailleurs, je suis très heureux de cette remarque puisque j'ai commencé à travailler cette semaine avec deux professeurs de lycée de Salon de Provence pour effectivement proposer des choses en maths complémentaires sur ce domaine d'une part et sur les impôts et la répartition des revenus d'autre part. Je pense que c'est trois domaines sur lesquels on pourrait proposer des choses en maths complémentaires. J'ai vu d'expérience ces dernières années qu'un lycéen de terminale ne comprend pas la définition d'une fonction linéaire par morceau. Donc il ne comprend pas du tout comment fonctionnent les impôts. Christian, Fabrice dit bof du moment qu'il paye. Ok. il y a plusieurs personnes qui demandent comment on pourrait réécouter la conférence par la suite. Tu peux peut-être le dire. Donc, comme toutes les autres conférences du téléséminaire, eh bien, elles sont disponibles sur la page du téléséminaire. C'est-à-dire, je l'ai mise là, bit.ly/séminérie. Je vais la remettre. Hein. Et on a des nouveaux ce soir. Pierre déplace les foules. Donc, il y a des gens qui viennent pour la première fois. Tu as raison qu'il faut le redire. Voilà. Donc, vous pourrez le trouver là.
Eh bien, donc, Rachid Bebouchi, est-ce que tu veux nous faire une présentation pour nous allécher pour le mois de septembre, de manière à ce qu'on puisse être aussi nombreux. Rachid, nous t'écoutons. Oui, oui. Vraiment, didactiquement, c'était formidable, hein, surtout que c'est des sujets qui sont un peu difficiles à expliquer. Rachid, il faudrait que tu parles plus près du micro parce qu'on ne t'entend pas assez fort. Là. Oui, tu m'entends là? Ah, c'est bien, merci. Alors, donc je remercie Pierre, hein, c'était extra. Il faut dire aussi qu'il y a des chercheurs en système dynamique qui travaillent sur certains de ces problèmes-là, pas seulement pour la pandémie actuelle, mais pour d'autres problèmes de ce type-là. Alors, pour mon exposé, moi, c'est juste une expérience qu'on a faite. On en est à notre 5e année. Bon, plutôt 4 années, puisque la 5e, c'est 2020. Il n'y a pas eu lieu cette compétition. C'est un peu l'équivalent de Math en Jeans, sauf que nous, c'est une compétition. Il faudrait que je dise pourquoi le mot Djellaba ne s'écrive pas comme on a l'habitude de l'écrire. C'est un acronyme, Matan Djellaba, hein. C'est tout comme Matan Jeans. Donc, on a des lycéens de seconde année. Pas de seconde parce que, bon, ceux de terminale ont leur examen à la fin, donc on n'a pas pu embêter. Puis ceux de première ne sont pas encore bien formés. Donc, on a pris seconde année. Certains lycées, essentiellement des lycées privés, hein, les lycées étatiques n'ont pas tellement suivi. On a eu un seulement cette année. Et on prend les élèves, on leur pose un certain nombre de problèmes liés à l'environnement algérien, hein, leur propre environnement, et on les laisse choisir l'outil mathématique qui va modéliser ces problèmes-là et essayer de trouver, au cas où on pose des questions, de trouver des solutions. Ça s'est très bien passé ces dernières années. Et puis bon, cette compétition, on l'a fait à la faculté de mathématiques de l'Université de sciences et technologies Ouari Boumedienne. Pourquoi? C'est pour faire rapprocher les élèves à des chercheurs mathématiciens. Et c'est les chercheurs mathématiciens qui vont juger le travail qu'ils ont présenté. Ben, je peux vous assurer que c'était extraordinaire. Et donc là, je vais raconter cette Très bien, expérience. merci Rachid. Donc, eh bien, donc tu nous allèges pour le mois prochain. Et donc, merci à toutes et à tous. Et donc, à la semaine prochaine pour Math en Djellaba, au mois prochain pour Math en Djellaba. Merci encore Pierre. Au revoir.